Eh Ça ben, va peut-être les écoutez, aider. voilà, on va attaquer. Eh ben, merci d'être présent pour cette matinale. Donc, je vais intervenir ce matin avec Louison qui est à côté de moi. L'idée, c'était de faire un petit rappel sur les règles relatives aux congés payés. euh, Dans la parce- globalité. voilà, dans la globalité, parce qu'on verra ensuite dans l'actualité jurisprudentielle, il y a un petit sujet au sujet des congés payés. Peut-être déjà en salle d'attente. Désolée. Ah oui. Ouais, Ah oui, on ça arrive. Ouais. Oui, merci. C'est Voilà, c'est tout bon. bon. Bienvenue, Anne-Laure. Un petit focus sur les règles relatives aux congés payés. On va dire un peu, on va balayer un peu toutes les obligations en la matière. Ensuite, Louison nous fera un petit point sur les nouveautés jurisprudentielles. Et enfin, on terminera par les différents entretiens, puisque bah, en fin d'année, on sait qu'il y a des entretiens à mener. Donc, certains sont obligatoires, d'autres facultatifs. Donc, on vous parlera un petit peu de ces différents entretiens, le fond, la forme, et éventuellement un petit temps d'échange avec des questions, si besoin en est. Voilà. Donc, les congés payés, eh ben, cinq parties. Donc, les obligations de l'employeur sur les règles relatives aux congés. Comment on décompte les jours de congé? On vous parlera des jours de congé supplémentaires pour fractionnement, parce que c'est une règle qui souvent est oubliée. Également les jours de congé supplémentaires pour enfants à charge handicapés et les différents jours de congé pour événements personnels. Donc, en matière de congés payés, 2 mois avant l'ouverture de la période de prise de congé, l'employeur doit informer euh, des règles relatives au congé, donc avant le 28 février de chaque année. Donc, du coup, là, vous ne serez pas en retard. Donc, l'idée, c'est d'organiser les départs en congé et notamment, ce qu'il faut savoir, c'est que le congé principal est égal à 24 jours ouvrables. Ces 24 jours ouvrables, ils doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de l'année N+1. Et l'obligation principale, c'est de prendre un congé qui soit au moins égal à 12 jours ouvrables. Donc ça, c'est d'ordre public, c'est non négociable. C'est-à-dire que si votre salarié ne prend pas 2 semaines consécutives, hein, c'est-à-dire 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés, et j'insiste sur des décomptes en CP, c'est-à-dire que si au milieu il y a un jour férié, vous n'avez pas rempli votre obligation. Donc pensez bien, vous voyez par exemple l'année dernière il y avait le 15 août au milieu, et ben, il faut décaler au lundi qui suit ou partir le vendredi. Ça, c'est pour le congé principal. Pour ce qui est de la 5e semaine, elle peut être prise librement, donc là jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Et les congés, en principe, si ils ne sont pas pris, ils sont perdus. Donc ça, c'est la règle. Les congés sont perdus, ou si, en tout cas, cette 5e semaine ne peut pas être prise, c'est possible de mettre en place ce qu'on appelle un compte épargne-temps et d'affecter cette 5e semaine sur ce compte épargne-temps où il est possible de faire un don de cette 5e semaine à un collègue. Alors après, il y a des Oui, il y a cas des cas. spécifiques hein, pour pouvoir faire un don de congé. En matière de congés payés, l'organisation, elle relève de votre pouvoir de direction, c'est-à-dire que vous êtes libre d'organiser et de déterminer l'ordre des départs en congé. Donc, l'idée justement de cette note affichée 2 mois avant l'ouverture de la prise de congé, c'est de définir les règles du jeu et notamment les critères
de prise des congés. Ce qui peut être compliqué, c'est que tout le monde veut partir en même temps. Donc, de définir des règles, ça peut être la charge de famille, l'ancienneté, justement, pour arbitrer. Voilà, s'il y a 10 personnes qui veulent partir en même temps, comment on fait si on peut autoriser que 5 personnes pour la continuité du service? Il va falloir définir des critères objectifs. Donc, ça relève de votre pouvoir de direction. En revanche, si vous avez accordé des congés et que vous souhaitez les modifier parce qu'entre-temps, il y a eu une commande urgente ou un aléa, voilà, hein, ça arrive dans la vie de l'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez le faire à condition de notifier ce changement un mois à l'avance. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les conventions collectives, quand on modifie les dates de congé, elles peuvent prévoir des contreparties financières, voilà. Donc, si vous avez besoin, C'est bon. excusez-moi, je prenais connaissance du chat, si vous avez besoin de modifier les choses, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse échanger sur votre problématique et les raisons de la modification. Donc, j'ai changé de slide et je n'avais pas forcément fini. Juste ce que je voulais ajouter sur cette obligation, c'est que vous, employeur, vous avez l'obligation de permettre à vos collaborateurs de prendre les congés. La prise de congé, c'est en lien avec votre obligation de sécurité. Donc, c'est un sujet qui est très important. Il ne suffit pas de dire, ah oui, mais il me les a pas posés, c'est pas de ma faute, il n'a pas demandé des congés. Non, non. Vous devez être le garant des compteurs. C'est-à-dire que surveiller dès que vous avez des compteurs. Donc, certes, il y a cette obligation de prendre 12 jours consécutifs, mais il y a aussi l'obligation de veiller à ce que le salarié prenne ses congés, quitte à lui faire un courrier ou un mail en disant, voilà, ton solde, il est de X, il faut que tu prennes des congés, parce que c'est à vous de le mettre en situation de les prendre. Et si toutefois, malheureusement, il y avait un accident ou un problème et que le salarié n'a pas pris ses congés, voilà, ça peut être très problématique, voilà, encore plus dans certaines professions. Donc c'est pas un sujet, voilà, c'est pas un sujet anodin et on peut pas se contenter de dire, il m'a pas fait de demande ou il veut pas. Non, non, il veut pas ou il fait pas de demande, on le met en demeure de prendre ses congés, on impose des congés au pire. Et je rappelle à toutes fins utiles que les congés qui ne sont pas pris, donc la théorie, c'est qu'ils sont perdus, sauf si vous avez mis en place des règles de report euh, ou si par usage, les compteurs d'une année sur l'autre qui ne sont pas soldés au 31 mai sont reportés. Il en demeure pas moins que c'est à vous de suivre ces départs en congé et d'être vigilant là-dessus. Et le paiement n'est pas possible. Voilà, donc on ne peut pas dire je m'exonère de mon obligation de prise de congé parce que de toute façon, il ne veut pas les prendre, il ne peut pas les prendre, et moi, je me défausse du problème en lui réglant ses congés. Les congés payés, c'est une prise et c'est un droit au repos. Le paiement, ça vous exonère en rien de votre obligation. Et si le salarié est une mauvaise foi, il peut vous réclamer derrière les congés qu'il n'a pas pris. Voilà, donc si vous avez ensuite des problématiques d'organisation ou de prise de congé ou de choses comme ça, ou des soldes qui ne peuvent pas être pris, donc le report, ça peut être une solution, mais c'est reculer pour mieux sauter. D'autant que maintenant, avec la loi d'ADU, quand on est en arrêt maladie, on acquiert des congés. Donc, Ça fait. reporter des congés, oui, mais voilà, il faut quand même les prendre. Donc, nous, ce qu'on avait préconisé avec la loi d'ADU, c'est quand même
peut-être de se poser la question, pour ceux qui avaient un usage de reporter les congés, de dénoncer cet usage, parce que voilà, ça peut être compliqué ensuite euh, d'être dans les clous, et on voit que c'est quand même important de prendre des congés. Donc si déjà on a des compteurs qui sont élevés, on n'arrive pas à leur faire prendre des congés, on a du report, bah, c'est quand même déjà une question à se poser. Et comme on vous l'a évoqué, bonjour, dans le support, le compte épargne-temps, ça peut être une solution pour la 5e semaine. Donc, c'est sûr que ça ne résout pas tout, mais ça résout une partie. On avait commencé, bonjour, Bonjour. sur les congés. Vous voulez un petit café? Bon, après, allez. C'est bon. Oui. Donc, on faisait un petit focus sur les congés. De toute façon, on enverra le support. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Ou si c'est clair, a priori, je ne vois pas de questions. On va faire un petit point sur la manière de décompter les congés payés. J'ai peut-être J'ai oublié. une question. Oui. Moi, je reviens pas en retard. Oui, Quand un salarié est malade, oui, il cotise. oui. Alors, c'est ce qu'on disait justement. On acquiert des congés bah, dès qu'on entre dans l'entreprise, et avec la loi d'ADU, maintenant, quand on est en arrêt maladie, on acquiert des congés. Ok. Donc, on acquiert des congés, alors pas totalement, il y a un plafond. On acquiert le congé de 4 semaines, c'est-à-dire que quand on est en arrêt maladie, on ne va pas acquérir ces 30 ou ces 25 jours, mais on va acquérir 20 ou 24 jours, avec un report de 15 mois à partir du moment où on reprend. C'est-à-dire un report. C'est-à-dire que le salarié qui était en arrêt, forcément, il a acquis des congés Ok. et il n'était pas forcément là pendant la période de prise de congé. Donc, le législateur, en faisant acquérir des congés aux salariés, il a aussi prévu la possibilité pour le salarié de rallonger cette période de prise. Donc, c'est-à-dire que les congés qu'il aura acquis en maladie, il va avoir une période de 15 mois pour les prendre. Donc, ça a fait aussi une petite gymnastique entre ceux qui l'acquièrent quand il est présent, ceux qui l'acquièrent quand il est en arrêt. Voilà. Mais vous, avec vous, je pense qu'on avait déjà fait avec AD Santé. Ouais. Oui, on a déjà fait Ouais. cette gymnastique. Alors, comment on met en place un compteur épargne, un CET? Alors, le compte épargne-temps, il peut être prévu par votre convention collective sans qu'il y ait, on va dire, un accord à mettre en place au niveau de l'entreprise. Certaines conventions collectives prévoient un compte épargne-temps qui peut euh, être appliqué à votre entreprise. Dans ce cas-là, s'il est prévu, il faut juste faire une petite note pour expliquer ce qu'on peut mettre dedans, comment on peut le mettre dedans, Les délais. quand est-ce qu'on peut débloquer ses congés, etc. Voilà, donc ça, c'est la version simple. Et quand la convention collective ne prévoit pas un compte épargne-temps dans la convention collective, vous pouvez mettre en place via un accord d'entreprise. Donc, un accord d'entreprise, c'est on rédige un texte dans lequel on définit les règles du jeu, ben, la même chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, quand, comment. Ensuite, on dépose cet accord sur un portail, on consulte ses salariés et on met en place ce compte épargne-temps. Alors, je regarde les questions en même temps. Donc, si on cumule les congés sur l'année civile, comment devons-nous décompter? Décompter, c'est-à-dire l'acquisition ou la prise. Et aussi, si vous êtes sur l'année civile, vous avez dû faire un accord justement pour
changer la périodicité d'acquisition des congés payés. Donc, normalement, en théorie, vous êtes censé avoir prévu tout ça, mais pour autant, pour moi, vous avez quand même l'obligation du congé principal entre mai et octobre. La seule chose qui va changer quand on acquiert à l'année civile, c'est la date à laquelle on perd ses congés. En fait, c'est entre mai et octobre parce que c'est pour le congé estival. Voilà, la prise, ça change rien. Vos 12 jours de congé principal, ça reste, ça c'est d'ordre public, c'est entre mai et octobre. Mm. Voilà, puisque ça coïncide quand même avec, Avec les beaux jours. les beaux jours, pas comme aujourd'hui, quoi. C'est ça. Mais normalement, ils devraient prendre leurs 24 jours entre mai et octobre et après octobre jusqu'au 31 mai, prendre une semaine. Ça, c'est le grand principe. Et après, mais le minimum, vraiment, c'est au moins ces 12 jours. Parce qu'après, on va voir que si ils n'ont pas pris entièrement leurs 24 jours entre mai et octobre, il y a les jours de fractionnement qui vont se déclencher. Donc, on parlait du report et voilà, c'est une pratique qui existe souvent, mais qui peut être aujourd'hui Enfin, vraiment, il faut se poser la question par rapport à ce qu'on disait à l'acquisition des congés en maladie. Mm. On rappelle aussi que donc l'organisation relève de votre pouvoir de direction, mais de la même façon, c'est vous qui accordez les congés. C'est-à-dire que le salarié doit vous faire une demande de congé que vous autorisez. Donc moi, quand même, je préconise de faire un petit support pour une demande de congé. Ça protège tout le monde parce que vous visez que vous êtes OK, ça protège le salarié comme quoi il a bien eu l'accord. Et vous êtes, du coup, vous pourrez justifier que vous avez accordé des congés, que vous êtes bien carré avec l'obligation de prise des congés. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un salarié qui vous demande un congé ou qui ne vous le demande pas, qui ne vient pas et vous l'appelez pour lui dire Eh, t'es où? Je suis en congé. Si vous n'avez pas autorisé le congé, c'est une faute. Hein, Et il est en absence. Est-ce il que est en ça te absence dérange à de me bouger justifier. ma voiture? Ma clé, elle est sur mon bureau. Merci beaucoup, Adrien. Désolée. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Ah, Tu dis, non, non. Ça c'est passé trop vite. ouais, Oula, ça, ouais, oula. Ouais, c'est bon. À partir de la dispositif actuel. Donc, du coup, enfin, ça va sans dire que le congé, il doit être accordé en amont. Donc, pour revenir sur vos obligations, donc d'afficher les règles 2 mois avant la période, donc soit avant le 28 février, ça permet justement d'anticiper toutes ces problématiques et dans cette note, prévoir le calendrier prévisionnel, les dates limites de dépôt des demandes de congés, les règles en la matière, hein, et l'arbitrage à faire si il y a trop de personnes qui sollicitent les mêmes périodes. Donc, par rapport au congé, on va vous refaire un petit point sur la façon de décompter les congés payés. Alors, quand on est à temps plein, c'est relativement simple, mais quand on est à temps partiel, quelquefois, c'est un point des fois de blocage et d'incompréhension, parce que les salariés disent, mais je suis à temps partiel, je travaille pas et on me décompte quand même des jours. Donc l'idée, c'est qu'on soit à temps plein ou à temps partiel, on acquiert quand même le même nombre de jours
et on a 5 semaines, qu'on soit à temps plein ou à temps partiel. Donc, ces règles de décompte, elles sont censées justement arriver à ce résultat-là. Donc, quand on acquiert des jours ouvrables, c'est-à-dire 2 jours et demi par semaine et 30 jours, on commence à décompter le premier jour ouvrable du congé. C'est le premier jour où le salarié aurait dû normalement travailler. Si, par exemple, il part un vendredi soir, on va commencer à décompter le lundi, le premier jour où il aurait dû travailler, sauf si, par exemple, le lundi est férié. Et bien là, on va commencer à décompter à partir du mardi. Et ensuite, on décompte tous les jours ouvrables jusqu'à la veille de la reprise. Donc, par exemple, si un salarié prend un vendredi qui reprend le lundi, on va lui décompter 2 jours ouvrables. Si il ne travaille pas le lundi, alors on va lui décompter 3 jours, parce qu'il va revenir que le mardi. Donc ça aussi, ça peut être un point de blocage, mais c'est vraiment histoire de ne pas favoriser ou, parce que si on se mettait à décompter au réel, les salariés auraient beaucoup plus de 5 semaines. Mm. Quand on est en jour ouvré, donc là, on acquiert 5 semaines de 5 jours. Donc ça, c'est pas la règle, le décompte en jour ouvré. C'est une possibilité, mais qui doit ne pas léser les salariés. Donc, il faut quand même que ça emporte l'adhésion des salariés. Le décompte en jour ouvré, ça a le mérite de ne pas poser ce problème du samedi où quelquefois intellectuellement les salariés ont du mal à poser un vendredi parce qu'en fait on leur décompte 2 jours. Mais en fait mathématiquement ça revient au même. Mais j'avoue que c'est quand même un peu compliqué. C'est psychologique en fait. C'est psychologique, Ouais. tout à fait. Donc c'est pour ça que la notion de jour ouvré quand même, quelquefois ça peut débloquer cette histoire du vendredi où les salariés, souvent, ils vont poser le vendredi matin et pas le vendredi après-midi pour pas qu'on décompte Mm. un jour et demi, enfin 2 jours, et pour avoir qu'une demi-journée de décompté. Est-ce que vous avez des problématiques de décompte ou est-ce que c'est clair? Il y a des questions. En sachant que du coup, pour les sociétés qui sont en jour ouvré, souvent il y a une distorsion qui se fait lorsque le samedi, c'est un jour férié. C'est-à-dire avec Halloween. Voilà, c'est ça. Et donc Ouais. là, par exemple, ceux qui ont posé leur vendredi, ben, ils ont eu un jour en plus pour pas qu'ils soient lésés par rapport à ceux qui sont en jour ouvré. Après, on s'arrête à 5 samedis quand même. C'est pas une règle Ouais. en tant Non. que telle. La loi, elle précise pas qu'on doit s'arrêter à 5 C'est samedis. pas écrit. D'accord. Ok. C'est pas écrit, mais il n'empêche que, voilà, Mm. en fonction des décomptes, Mm. tout le monde, enfin, c'est un espèce de mythe qu'il faut décompter que 5 samedis, Ouais. mais c'est écrit nulle part. Voilà. Mais voilà, l'idée, c'est plus d'être juste. Donc, en fait, tout dépend comment le salarié prend ses congés, mais dans l'absolu. Le salarié ne le sait pas. Si, si. C'est- Ouais, ça, si, alors si. si, justement, Si, eux, si. dans leur tête, Après, dans leur tête, vous Souvent, m'avez ils bloquent décompté ce que- plus de 5 C'est ça. samedis, poser la alors question. que. Ah oui, oui. Bah, c'est souvent la C'est pour ça qu'on est problématique. passé en jour Ouais, ouvré. Ouais, et c'est Ah, pour mais ça là, que. l'explication du samedi, ils savaient tous. Ah oui, oui. Ah Pas oui, tous. ça, ils savent. Grande On va partie. dire qu'il y a une grande Pas partie. toujours les plus chiants. Ouais, Quoi, ça va. d'accord, ok, Ouais. ils savaient. Ah, ok. Mais Oui, le décompte par défaut, c'est en jour ouvrable. Enfin, c'est ce que prévoit le Code du travail. mm. Mais c'est OK de décompter en jour ouvré, hein. Oui, C'est même plus simple pour les raisons qu'on a évoquées avec l'histoire du samedi. Après, c'est plus si demain vous avez un salarié qui râle et qui vous dit non, donc soit vous arrivez à le convaincre que c'est pareil, ben, soit sinon pour la paix du contrat de travail, ben, vous repassez en jour ouvrable. Mais bon, en général, c'est vraiment passé dans Mm. dans les,
Attention, dans l'entreprise, c'est soit l'un, soit l'autre. Dans la pratique, oui, oui, maintenant il y a. Pas Ah oui, non, non. On peut pas- Alors, c'est pas un salarié en jour ouvré, un salarié en jour ouvrable. C'est une règle à l'entreprise. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, il y a finalement plus d'entreprises en jour ouvré qu'en jour ouvrable. Mm. Ça évite des longs discours sur cette histoire du samedi, quoi. Mm. Bah, surtout quand c'est des sociétés qui travaillent sur 4 jours, des trucs comme ça, c'est encore plus, je trouve, compliqué. Le jour ouvrable est plus compliqué. Donc, Euh, les gens sont sur quel- Non, non, oui, 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 c'est compliqué de se dire. les calculs. Donc, Ouais. quand on acquiert des jours ouvrés, donc c'est-à-dire 2,08 fois 12 mois, on est sur 25 jours, donc 5 semaines de 5 jours. Et bien là, le vendredi, on va décompter un seul jour. Voilà. C'est vraiment l'exemple du vendredi, parce que c'est souvent le Oui. vendredi qui est problématique. Et nous, on est dans un service paye. Ben, moi, je le vois en tant que manager. Souvent, le vendredi, on me le met en récup ou en RTT. Voilà, ça reste dans l'inconscient collectif un problème. Voilà, même pour nous, dont c'est le métier. Je vais plus changer de slide. Avec le souhait. Donc, pour revenir sur le congé principal et les conséquences de ne pas prendre son congé principal, outre ce que je vous disais en début de formation, d'être en conformité avec votre obligation de sécurité. Quand le congé principal, que ce soit à l'initiative, votre initiative ou celle du salarié, quand il y a une partie des congés payés du congé principal, donc quand on parle de congé principal, on parle des 4 semaines. Hein. Donc la 5e semaine, elle n'intervient pas du tout dans le calcul que je vais vous expliquer. Donc quand le congé principal, les 4 semaines, sont pris en dehors de la période qui va du 1er mai au 31 octobre, le salarié peut avoir des jours supplémentaires, 1 à 2 jours ouvrés en fonction du solde qu'il va avoir au 31 octobre, et c'est ce qu'on appelle les congés de fractionnement. Donc le congé de fractionnement, c'est un droit, on ne peut pas dire je le donne pas. En gros, le salarié, s'il bénéficie de ces jours, il remet une demande de congé par écrit, il demande ces jours de fractionnement. La seule possibilité que vous avez par rapport au fractionnement, c'est que ce soit le salarié qui demande à renoncer à ces jours de fractionnement avec un écrit individuel où il dit je vais prendre la fin de mon congé principal du 2 au 10 novembre parce que ça m'arrange, j'ai un super voyage et de ce fait-là, pour que vous m'autorisiez mes congés, je renonce à mon fractionnement, parce que ça peut être aussi ça, hein, parce qu'on a besoin de partir à un moment donné, et l'employeur pourrait dire, bah non, moi je te refuse tes congés parce que à cette période-là, tu vas générer du fractionnement et ça ne m'arrange pas. Donc, le salarié peut tout à fait, lui, renoncer par écrit à son fractionnement, ou alors on peut aussi conclure un accord d'entreprise. Hein, conclure un accord d'entreprise, on met en place un CET, ou on met en place un accord dans lequel on dit que le salarié, enfin, d'une manière générale, il y a un renoncement au fractionnement. Donc, c'est possible, mais ça nécessite un formalisme soit ponctuel, soit via un accord d'entreprise. Donc, on vous a fait un petit attention, ne vaut pas renonciation expresse, une note de service de l'employeur qui énonce la règle ni la mention d'une clause au sein d'un contrat de travail qui prévoit que le salarié renonce par avance à son fractionnement. Une note de service ou une stipulation contractuelle, c'est pas conforme. C'est le salarié qui peut demander parce qu'il a conscience que
sa demande est faite en dehors de la période et il n'y a que lui qui peut demander pour être sûr d'avoir sa demande autorisée à renoncer, ou alors le gérer au niveau de l'entreprise via un accord. Ça vous permet de le gérer pour l'avenir. Voilà. Donc ça, c'est pas mal et ça résout pas mal de problèmes parce que là aussi, les salariés sont au courant du fractionnement. Et quelquefois, ils optimisent justement la prise de congé, d'où aussi, quand je vous disais, vous êtes le gardien des compteurs, ça aussi, c'est un élément que vous devez gérer parce que si au 31 octobre, hein, puisque ce droit est déterminé à cette date-là, si il lui reste des congés, vous devrez lui accorder ces jours de fractionnement. Et donc, ils vont apparaître sur sa fiche de paye du mois de novembre. Pas de problème. Actuellement, là, c'est 12 jours consécutifs, hein, c'est bien ça? Alors, le fractionnement, c'est quand on n'a pas pris 4 semaines, Ouais. donc Oui. 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés, entre le 1er mai et le 31 octobre. Et est-ce que c'est quand on oblige aussi les gens à partir, mais de manière décousue? Ah bah du coup, Oui, ça marche. Ça marche aussi? oui. Ouais. Il faut qu'ils partent 12 jours consécutifs et après de manière décousue et que effectivement à fin octobre, s'il leur reste que leur 5e Ouais. semaine, il n'y a pas de fractionnement. Et s'il leur reste plus, en fonction du nombre de jours qui va leur rester, on va attribuer 1 ou 2 jours ouvrés, mais ça, on va le voir après. On va voir dans la slide suivante. Donc, Ah. en principe, oui, les dossiers sont paramétrés pour le fractionnement. Voilà, mais simplement, il faut quand même être vigilant sur la prise et quelquefois, on nous demande de ne pas mettre le fractionnement, donc on peut le décocher. Donc, comment on calcule ces jours de fractionnement? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est que sur le congé principal qui doit être pris entre mai et octobre. Pour prétendre au fractionnement, donc il n'y a pas d'histoire d'ancienneté, mais le salarié sur la période doit avoir acquis au moins 15 jours de congés payés. Il doit avoir pris ses 12 jours entre le 1er mai et le 31 octobre et avoir un solde d'au moins 3 jours au 31-10. Quand on parle des 3 jours, hein, c'est à l'exclusion de la 5e semaine. Donc, s'il lui reste au moins 6 jours à prendre en dehors de la période légale, il aura droit à 2 jours ouvrés. Et s'il lui reste entre 3 et 5 jours, il aura droit à 1 jour ouvré au titre du fractionnement. Donc ça, bien sûr, ce sont les dispositions légales. Les conventions collectives peuvent être plus favorables. Pas moins, mais plus. Bah, les bureaux d'études, par exemple, c'est plus favorable. Oui, c'est souvent la même chose ou plus favorable. Donc, effectivement, si vous avez des problématiques de prise de congé, un CET pour la 5e semaine et une renonciation au fractionnement, enfin voilà, si vous pouvez faire un accord d'entreprise, ça peut être voilà, déjà les deux éléments à intégrer dans cet accord. Souvent, ça va de pair. C'est des exemples. Donc là, on vous avait mis des exemples pour le décompte des congés payés. Donc le salarié, il prend 4 semaines en août et 1 semaine en février. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de fractionnement, car il a bien pris ses 12 jours consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre. Et du coup, il a soldé son congé principal et il prend sa 5e semaine avant le 31 mai, donc là-dessus, pas de souci. Dans le deuxième exemple, on a un salarié qui prend 12 jours en juillet, 2 jours en août et 6 jours en octobre. Donc au 1er novembre, il va lui rester 10 jours. Pour calcul du fractionnement, évidemment, comme on vous l'a dit, on ne tient pas compte de la 5e semaine. Donc sur les 10 jours, on va enlever la 5e semaine, donc les 6 jours. Donc il va lui rester 4 jours.
Donc là, ça veut dire qu'il aura droit à un jour de fractionnement parce que la condition des 12 jours ouvrables est remplie entre le 1er mai et le 31/10 et qu'il lui reste plus que sa 5e semaine. Donc, un autre exemple, un salarié prend 2 semaines en juillet et 1 semaine en septembre. Donc, quand on dit au 1er novembre, hein, c'est au 31/10, il lui reste 2 semaines. Donc, pour le calcul du fractionnement, on va neutraliser la 5e semaine. Donc, il va lui rester finalement 6 jours. Donc là, dans ce cas-là, il aura droit à 2 jours de fractionnement. Donc, si on a des problématiques de prise de congé, c'est vrai que le fractionnement, bah, ça aggrave le problème. Voilà. Et ça, les salariés sont bien au courant. Donc, souvent, ils font en sorte d'avoir du fractionnement pour avoir 1 ou 2 jours supplémentaires. Donc, ça, c'est à vous de veiller par l'organisation de la prise de congé à gérer et à anticiper ces soldes au 31 octobre. Des fois, on a des clients qui ont des formulaires de demande de congés payés où ils mettent expressément une phrase déjà écrite où ils disent je sous-signé un tel renonce à mes jours supplémentaires liés au fractionnement. Enfin, comme ça, c'est déjà écrit et ils ont juste à mettre les dates, entre guillemets, et signer et ils vous donnent leur accord. Parce Ouais. que c'est au moins ça vous évite de. Ouais. Nous, enfin, voilà, nous, c'est ce qu'on préconise sur la formulaire de demande de congé, d'intégrer la mention sur la renonciation. Parce, ouais. Parce que le problème, c'est qu'on peut faire ça par le biais d'un accord, mais en général, moi, je suis salariée, vous me faites signer un accord où ça renonce expressément, je ne sais pas si je vais le signer. Et des fois, on fait un accord de ce type, mais on prévoit une contrepartie, où par exemple, ils ont une période plus longue, du coup, pour les prendre. Enfin, c'est un peu. On est plus dans de la négociation. Oui. Là, quand le salarié vous présente sa demande, vous lui demandez de renoncer à son fractionnement, bah, sinon vous accordez pas les C'est congés. ça. Donc là, bah, vous êtes en situation finalement un peu plus posture un peu plus simple, comme vous le disiez Louison, de faire passer un accord d'entreprise qui doit être lui pour être applicable signé à la majorité des 2/3. Donc effectivement, si on prévoit pas de contrepartie ou si vous avez des salariés qui sont pro-fractionnement, ça va être plus compliqué d'obtenir la ratification de votre accord à la majorité des 2/3. Après, vous avez un CSE, non? Ouais. Ouais, bah, donc c'est Donc après, ça quand passe par le effectivement ça passe par Ouais, c'est- un CSE, c'est plus simple ou pas. CSE. Ou pas. Pas forcément. Ou pas. Donc, en tout cas, la mention sur le formulaire, elle est assez efficace. Ouais. Voilà. Donc, on vous a refait une petite slide avec une échelle de temps pour résumer un peu les obligations. Donc, évidemment, on vous transmettra le support. Donc, on a dit qu'il fallait afficher les dates de la période des vacances bah, après consultation du CSE quand on en a un. Ça, c'est 2 mois avant la période de prise qui va du 1er mai au 31 octobre. Le 1er juin, on est censé communiquer aux salariés l'ordre des départs en vacances et c'est à partir de là où on ne peut plus changer sauf si on respecte le délai d'1 mois. En fait, là, c'est dans l'hypothèse où le salarié veut poser Du 1er au 15 juillet, oui. au 15 juillet. Et ben, vous devez respecter le délai de 1 mois. En C'est pas fait, forcément le 1er juin. oui, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez 30 jours pour communiquer. Donc là, en fait, c'est une demande qui était faite le 1er juillet, d'où le 1er juin. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est C'est le ce délai de délai un de 1 mois. À partir du moment où on ne peut plus changer sous réserve de commettre un abus de droit ou alors bah, après, ça va être de la négociation. Après, souvent, les salariés, ils prennent, réservent des vacances, enfin, ils engagent aussi des frais, donc c'est plus problématique d'annuler au dernier moment. Et donc, comme on vous le disait, le 31 octobre, c'est la fin de la période légale de prise de congé principal et la date à laquelle on va apprécier le droit au fractionnement. Mm.
sais pas si vous avez des questions. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment là, au 1er mars, vous informez vous informez vos salariés, bonjour, vous avez entre le 1er mai et le 31 octobre pour prendre votre congé principal. Après, si vous pouvez préciser d'autres choses. Et quoi qu'il arrive, si vous voulez imposer des congés ou que vous voulez modifier leur congé, il faudra, quoi qu'il arrive, respecter un délai d'1 mois. Donc, Ouais. si vous avez une fermeture estivale chaque année, je sais pas, au 15 août, ben, à minimal 15 juillet, vous devez avoir fait l'info en disant notre fermeture, on fermera au 15 août. Enfin, c'est un peu la règle, on va dire. Donc, on a vu les congés supplémentaires pour fractionnement et on vous a mis également une petite aparté par rapport aux congés supplémentaires pour enfants à charge ou handicapés. En effet, le Code du travail, afin de favoriser la présence des jeunes parents auprès de leurs jeunes enfants, il De prévoit 15 ans, jusqu'à 15 ans. Ouais, jusqu'à 15 ans. Donc, il prévoit l'octroi de jours supplémentaires, notamment lorsque les parents, les salariés parents, n'ont pas un congé complet, enfin, n'ont pas leur droit à congé entier. Quand tu fais des embauches en Voilà, C'est quand il y ça, a exactement. des embauches en courte période de référence, Ou qu'il y a eu des absences qui font qu'ils ont aussi un, un droit réduit. un droit réduit. Enfin, donc, les conditions, c'est que l'enfant doit vivre au foyer, il doit être à la charge de ses parents et il doit avoir moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours. Et si c'est un enfant qui est handicapé, il n'y a pas de condition d'âge, il est simplement à la charge de ses parents. Donc, ces congés supplémentaires, ils vont être attribués à la fin de la période de référence des congés payés, donc sauf exception au 31 mai. Ou par exemple, si vous êtes à l'année civile, du coup, au 31 décembre. Donc, on va regarder donc, tous les salariés par an, on va dire. Et il y a une petite particularité, ça va être si ce sont des parents divorcés et qu'il y en a un qui n'a pas forcément la charge effective de ses parents, et ben, ce De ses sera enfants. de ses, de ses parents, de ses enfants. Et ben, Aussi, mais. Ah, on va l'attribuer au seul parent Ah. qui a la charge effective de son enfant. Donc, c'est, comme vous l'avez lu, hein, c'est homme ou femme, là. Oui, c'est pour ça, c'est vraiment les parents. Mais à la base, on parlait que des femmes. Voilà. Donc, ils ont rajouté Ils ont rajouté. la notion des hommes. Donc, pour connaître la règle, donc, il va falloir distinguer en fonction de l'âge de votre salarié par an. Donc, on va se placer au 30 avril de l'année précédente. Si votre salarié il a moins de 21 ans, le principe, c'est qu'il va avoir 2 jours supplémentaires par enfant à charge et vivant au foyer. Toutefois, si il est tellement rentré en cours d'année qu'il a peu de congés et moins de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés, dans ce cas-là, on va le limiter à 1 jour supplémentaire par enfant à charge. Et s'il a au moins 21 ans au 30 avril de l'année précédente, on reste toujours dans le principe de 2 jours ouvrables, de 2 jours par enfant à charge et vivant au foyer, mais ça ne doit pas permettre de dépasser les 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Donc, je vous ai mis un petit tableau qui résume tout ça. Avec toujours une petite aparté, c'est que des fois les accords de branche, les conventions collectives prévoient des dispositions plus favorables. Donc on appliquera ces dispositions plus favorables, mais ça ne se cumule pas. Si votre convention, elle prévoit 2 jours par enfant à charge, ils n'auront pas 4 jours. On reste toujours dans une notion de comparaison. Et ça, le logiciel ne le gère pas Ah oui. automatiquement. Donc c'est pour ça que ça, c'est bien si vous pouvez le faire le point si ça n'a jamais été fait et que votre collaborateur paye. C'est qu'il faudrait à chaque embauche, et là notamment pour vos embauchés actuels, bien préciser au collaborateur paye pour chaque salarié le nombre d'enfants à charge et, et l'âge. Enfin non, je crois qu'il faut la date de naissance. Donc, pour chaque salarié, si vous pouvez faire le point, vous mettez donc leur enfant à charge et avec notamment du coup la date de naissance. Comme ça, le logiciel va pouvoir. Ouais, je vais le paramétrer, il faut qu'on ait toutes les infos, parce que c'est vrai que Mm.
Donc ça peut être aussi après, s'ils veulent pas vous communiquer dessus, ils vous communiquent pas, mais ça peut leur permettre des fois, notamment quand vous faites des nouvelles embauches, de bien leur demander comme ça, peut-être que potentiellement au 31 mai, ils auront des jours supplémentaires. Il n'y a pas de questions. Mhm. Donc ensuite, donc après les jours supplémentaires pour enfants à charge ou handicapés, il y a les jours de congés pour événements personnels qui cette fois-ci vont concerner tous les salariés, mais à condition qu'ils rentrent dans les événements qui vont parfois leur permettre euh, d'obtenir des jours d'absence. Donc, ils vont pouvoir s'absenter en fonction de l'événement entre 1 et 14 jours. Ces congés, ils n'entraînent pas de réduction de la rémunération et ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. Donc, ça veut dire que même si ils s'absentent, ça ne va pas réduire leur droit à congé. Ces dispositions, elles sont vraiment d'ordre public. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prévoir par le biais d'un accord de réduire ces droits ou encore d'en priver les salariés euh, sans enfin, voilà, de manière unilatérale. La condition, donc, c'est que le salarié, lorsqu'il vous fait cette demande d'absence, il vous fournisse un justificatif, donc certificat de naissance, de décès, etc. Et le principe, et qui est parfois pas très bien respecté, donc c'est pour ça que j'ai mis sauf disposition usage contraire, c'est que ces jours de congé pour événements personnels doivent être pris au moment des événements. Donc si vous avez un salarié qui se marie au mois de mars et que en décembre il veut prendre ces jours supplémentaires pour enfin voilà, concernant son mariage, c'est un peu difficile. Enfin, si l'événement a lieu dans le mois, pour moi, il doit prendre quand même ses congés autour de l'événement, même si c'est pas le jour même. Donc, Oui, ça des peut fois, être ça dans va la être pour semaine, préparer le mariage ou pour se on s'en reposer du remet. mariage. Voilà, enfin, c'est autour de l'événement. Ouais, on va dire, donc il y a un peu de jurisprudence, il n'y a pas vraiment de règle, en fait. de règles Non, c'est ça. millimétrées. Mais voilà, la Bon semaine sens. avant, voilà, c'est du bon sens. Mm. Bon, après, à arbitrer, mais Mm. après, effectivement, si on commence à élargir la période, ça veut dire qu'il faut le faire pour tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai bien mis sauf usage contraire, parce que si vous avez accepté à un tel de prendre 3 mois après l'événement, il y en a peut-être d'autres qui vont vouloir faire pareil. Il y a une petite exception, c'est que ces congés pour événements familiaux, ils vont pas être dus lorsque l'événement survient pendant une période de suspension du contrat, donc si votre salarié est déjà en arrêt maladie ou en congé payé, etc. La seule exception, du coup, c'est pour la naissance. Donc, si malheureusement, bah, il y a un décès qui survient pendant les congés, ça ne va pas interrompre les Mm. congés, parce que quelquefois, on nous dit, ah bah moi, je suis plus en congé, non, bah tant pis. Enfin, voilà, enfin, Après, des fois, il peut peut-être rallonger son congé. Enfin, si. enfin, voilà, après, c'est à voir, mais la règle, c'est que c'est l'antériorité de la cause, s'il était déjà Mm. absent pour d'autres raisons. Donc là, je vous ai mis le petit tableau avec le nombre de congés en jours ouvrables. C'est bien sûr le tableau avec le nombre de jours de congés prévus par la loi, mais votre convention collective peut prévoir à la fois plus de jours, donc être plus favorable. On va à chaque fois comparer le légal et ce que vous prévoit votre convention et également d'autres cas d'absence. Donc, par exemple, la convention collective du bureau d'études, elle prévoit, vous voyez là, pour le décès, elle prévoit pour les grands-parents, ce qui n'est pas le cas du légal. Il peut y avoir des congés aussi pour le déménagement. Oui, Voilà, voilà, certaines c'est conventions ça. collectifs peuvent prévoir des cas Mm. En qui ne sont plus, pas prévus par le légal ou des délais bah, plus de jours de plus congé. de jours ou voilà, par rapport au jour d'essai, Mm. être plus large sur les personnes visées, quoi. Mm.
Donc là, par exemple, je vous ai mis un petit à noter qui concerne le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans, puisque la loi prévoit dans un premier article, donc c'est les 14 jours ouvrables de congé pour événement, et elle prévoit également 8 jours au minimum de deuil. Ce qui fait que si vous avez un salarié dont l'enfant décède et qui a moins de 25 ans, au total, il pourra bénéficier de 22 jours. Donc voilà. Mais je voulais quand même le mettre parce que bon, Mm. ça ajoute. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au congé, parce que là, on a fini du coup les slides par rapport au congé payé. C'est quand même un peu vaste, on a vu plusieurs points. Non? Oui, Ok. Bon, alors on va passer aux nouveautés de cette fin d'année. Il y a eu deux grandes nouveautés qui ont un peu, encore une fois, un peu bouleversé les règles, même si c'était, on va dire, un peu attendu, puisque ce sont des règles qui étaient déjà inscrites au niveau européen, mais le droit français prévoyait, traîner les pieds. voilà, ne prévoyait pas ça encore. Donc, on va voir deux choses. La première, c'est la récupération des jours de congés payés coïncidant avec la maladie. Et dans un second point, on verra la prise en compte des jours de congés payés posés pour le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. Et j'en profiterai également pour vous faire un petit rappel sur les heures dites normales. Donc, il y a eu en effet un grand changement en jurisprudence puisque la Cour de cassation, au mois de septembre dernier, elle a sorti deux décisions qui ont un peu bouleversé les choses et qui vont du coup nous impacter directement. Parce que jusqu'à maintenant, donc le Code du travail ne prévoyait rien, mais un salarié qui tombait malade pendant ses congés payés, eh ben, il vous envoyait son arrêt, mais il restait en congé payé. Donc, on allait quand même lui déduire ses jours de congé payés au titre de sa prise, et vous alliez prendre en compte l'arrêt, mais sans que ça perturbe en tout cas ses congés payés. Et dans l'autre situation, lorsqu'un salarié prenait sur une même semaine un ou enfin plusieurs jours de congé, ces jours de congé payés n'étaient pas considérés comme du temps de travail effectif, ils étaient décomptés comme en tout cas pour le décompte des heures supplémentaires, ils étaient comptés comme 0 heure travaillée et donc ils ne permettaient pas, si le salarié travaillait un peu plus, d'être payé en heures supplémentaires, mais il était payé au taux normal de son salaire. Alors que côté européen, déjà en 2012, la Cour de justice de l'Union européenne avait jugé qu'un salarié qui tombait malade pendant ses congés, il avait le droit au report de ses jours de congé puisque s'il est malade, eh ben, il n'a pas pu bénéficier de son droit à repos. On ne se repose pas si on est malade, on va dire. Pareil, en 2018, donc c'est quand même aussi vieux, la Cour de justice, elle a également, encore une fois, elle s'est opposée aux pratiques euh, établissant de la prise des congés payés, puisqu'elle considère que ça ne doit pas avoir un désavantage financier pour le salarié. Et donc, elle considère que les jours de congés payés pris sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Donc, notre Cour de cassation en France s'est donc alignée aux dispositions que je vous ai évoquées à l'instant. Elle va considérer donc que le salarié placé en arrêt maladie alors qu'il était déjà en congé payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payés coïncidant avec la période d'arrêt de travail, à condition toutefois de bien notifier à son employeur son arrêt maladie. Donc le problème, c'est que la Cour de cassation, elle a pris cette décision, mais elle nous a rien précisé de plus. Donc on ne sait pas comment, ni dans quel délai, etc. Les choses doivent être faites, mais par analogie, et aussi au regard
de ce que prévoit la sécurité sociale, on reste dans le délai de 48 heures pour fournir son arrêt. Et pareil, le ministère du Travail rappelle également qu'on va toujours on va continuer d'appliquer les règles de report relatifs à la loi DADU. Donc c'est ce report de 15 mois que je crois que Stéphanie vous avez déjà évoqué. Donc, et toujours avec cette obligation d'information de l'employeur, c'est-à-dire que vous avez un salarié donc qui part en congé payé, il tombe malade, il vous envoie un arrêt maladie, et ben donc vous allez rentrer l'arrêt maladie, et les jours du coup de congé qui coïncident avec cet arrêt maladie vont pouvoir être reportés. Vous allez à son retour d'arrêt maladie lui faire un courrier d'information où donc vous allez lui dire qu'il n'a pas pu prendre ses congés du fait de sa maladie, que ses jours non pris sont reportés pendant une durée de 15 mois. Et je vous rappelle que les 15 mois débutent au jour de l'information du salarié. Elle ne débute pas automatiquement, donc il faut bien penser à faire ce courrier d'information. Euh, voilà. Je vous ai mis un petit attention puisque selon les cas, le salarié aura pas forcément intérêt à vous transmettre son arrêt, surtout si par exemple c'est sur une petite semaine ou on regarde des délais de carence, etc. Et ben ça va impacter sa rémunération. Des fois, il vaut mieux qu'il soit en congé payé et qu'il perde pas de rémunération. Enfin, ça dépend, mais plutôt que si enfin, s'il prend que 3 jours et que son arrêt, on regarde du délai de carence, voilà. Dans tous les cas, effectivement, après ça, ça va être le choix du salarié, mais dès qu'il ne vous transmet pas son arrêt maladie, bah, son congé payé n'est pas interrompu. Mm. Vous n'avez pas d'infos, C'est ça. on laisse comme c'était. Donc c'est pour ça que quand même, il y a aussi ce truc où il doit quand même respecter le délai 48 heures pour fournir son arrêt, etc. Pour bien respecter les conditions d'indemnisation de base. Et donc, comme j'ai dit, donc, vu qu'il n'a pas pris ses congés, eh ben, il les prendra à un autre moment et ils seront indemnisés à ce moment-là. La deuxième du coup nouveauté, c'est la prise en compte des jours de congés payés pour le décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. Donc maintenant, les jours de congés payés posés par un salarié soumis à un décompte hebdomadaire devront être pris en compte comme du temps de travail effectif. Donc, un salarié, maintenant, il va pouvoir prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires alors qu'il aurait perçu s'il avait travaillé toute la semaine, alors qu'il était en partie en situation de congé payé. Donc, ça s'applique du coup que en cas de décompte hebdomadaire, la durée du travail. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Donc, on a un salarié qui est mensualisé, qui est à 35 heures, réparti à raison de 7 jours par semaine, du lundi au vendredi. 7 heures. 7 heures. Oui, pardon, 7 heures par jour. Et il est en congé payé le lundi et le mardi, et il va travailler, enfin, à votre demande, 8,5 heures par jour. Donc, avant, eh ben, on aurait considéré que le salarié allait avoir sa rémunération normal et vous allez lui payer 4,5 heures en plus, mais à taux normal, puisque sur une même semaine, on allait considérer que les jours de congé payés valaient 0 heure, et donc 3 fois 8,5, on arrivait à une durée en dessous de 35 heures, et donc on considérait que ce n'était pas des heures supplémentaires, mais des heures normales, payées au taux normal. Mais avec cette nouvelle jurisprudence, les choses changent. Et donc, on va considérer que ces 2 jours de congés payés sont assimilés à du temps de travail effectif. Donc, on va bien compter les deux jours de 7 heures, auxquels on va ajouter donc les 3 jours de 8,5 heures. Ça va nous donner 39,5 heures sur la semaine, soit 4,5 heures, cette fois-ci considérées comme des heures supplémentaires et donc payées à 125% dans l'hypothèse où on suit le taux légal. Euh, donc ça change quand même pas mal de choses, on va dire, parce que des fois, pour un peu rattraper le travail sur la semaine, il y a des salariés qui travaillaient plus dans,
que leur horaire habituel. Et donc, cette fois-ci, ça va vraiment leur engendrer des heures supplémentaires, alors qu'à la base, ça allait être payé au taux normal. Donc, je ne sais pas si vous êtes concerné par les heures normales, mais c'est vraiment une ligne à part sur le bulletin qui parfois fait parler parce enfin, qu'est-ce que c'est que ça, les heures normales? Je fais des heures normales tout le temps et pourquoi là j'ai vraiment une ligne distincte sur mon bulletin pour parler d'heures normales. Donc ces heures normales, elles sont vraiment liées aux absences du salarié et donc elles vont être payées au taux normal, c'est pour ça qu'elles ont ce nom. Donc ce sont des heures qui en fait vont dépasser le contrat hebdomadaire, mais que ça sera ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires. Donc elles vont apparaître quand le cumul des heures travaillées et les heures d'absence dépasse alors la durée contractuelle du fait des absences. Donc par exemple, vous avez une semaine où il y a un jour férié, et que le salarié, entre guillemets, pour rattraper le jour férié, va faire 2 heures en plus le lendemain. Et bien ces 2 heures en plus, ce seront des heures normales et non pas des heures supplémentaires, parce que le jour férié est décompté comme zéro, comme on a vu dans le principe d'avant. Donc là, je vous avais mis un petit exemple. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces nouveautés. En tout cas, maintenant, c'est du coup ce qu'on applique à compter de maintenant, en sachant que il peut y avoir comment on dit, une, euh, une rétroactivité. Il y a peut-être des salariés qui vont venir toquer à votre porte par rapport à ça, mais on n'a pas encore les impacts parce que, par exemple, notamment pour les arrêts maladie qui tombent pendant les congés payés, ben, on ne sait pas comment ça peut être géré. Je pense que c'est un peu comme la loi d'adieu, on pourrait rajouter les jours sur le compteur. En tout cas, au niveau de la rémunération, ça sera compliqué. Peut-être on pourra juste ajouter les jours sur le compteur, mais vu qu'ils ont déjà été indemnisés, voilà, ça va C'est être ça. compliqué. On va dire que la règle est sortie. Pour l'antériorité, c'est un peu. Je pense qu'il va y avoir un peu de jurisprudence sur C'est le ça, faut sujet. attendre. Pour l'instant, Mais en tout cas, s'il y a des salariés qui vous posent des questions par rapport à ça, et notamment pour l'antériorité, il faudrait bien revenir vers nous. On essaiera de. de réfléchir. Ouais. Mais c'est vrai que vu que c'est entre guillemets nouveau, après on pourra voir au niveau européen ce Oui, qui se d'avoir la faisait. tendance après, j'espère que ce ne sera pas rétroactif Ouais, à 2009, c'est un peu le problème. comme la loi d'Adu, mais bon, en tout cas, voilà, ça confirme en tout cas que l'alignement sur Le droit. le droit européen est plus que jamais d'actualité. Donc, comme le disait Louison, en effet, il y a de fortes chances que, on va dire, le mode opératoire, en tout cas pour l'organisation et la rétroactivité, soit Mm. celui européen. Mais bon, à ce jour, on n'en a pas la Ouais. certitude. C'est ça. Puis pareil, le législateur va peut-être faire des Oui. modifications, etc. Oui. Donc, Le législateur va peut-être intervenir justement pour encadrer c'est ça. et venir préciser la décision et anticiper justement ce flou, quoi. Voilà, donc encore Beau changement. beaux chantiers, de belles décisions qui, bah, en tout cas, voilà, qui sont pas complètes et pas, voilà, dans la réalité opérationnelle, ça nous met plus dans le flou, mais en tout cas, il va falloir faire avec. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions sur le sujet. Je vois que tout le monde est sans voix. Pas de quoi. Eh ben, on va passer au sujet suivant. Donc, comme je vous le disais en début, l'idée, c'était de faire un petit rappel sur les différents entretiens, ceux qui sont obligatoires ou facultatifs. Donc, on a visé 3 entretiens. Donc, l'entretien annuel obligatoire des salariés qui relève du forfait jour. L'entretien de parcours professionnel qui lui aussi est un entretien obligatoire. Et enfin, l'entretien annuel
qui lui est un entretien facultatif, mais qui est très attendu Les salariés. par les salariés. Donc, l'entretien annuel pour les salariés en forfait jour. Donc là, c'est une obligation légale qui incombe aux entreprises. À partir du moment où vous avez un salarié qui a un contrat sous convention de forfait, cet entretien doit être organisé avant la fin de l'année civile. Donc, le but de cet entretien, c'est de contrôler l'équilibre de la charge de travail des salariés avec leur santé et leur qualité de vie, hein. Donc, l'équilibre entre la charge de travail et la vie privée. L'employeur aussi doit s'assurer pendant cet entretien que l'organisation du travail elle est compatible avec les obligations légales, hein. Donc, c'est un dialogue qui s'instaure justement puisque sur ces cadres-là, ils ont de l'autonomie, ils sont censés pouvoir se gérer, mais c'est surtout aussi un temps privilégié et se poser pour se dire est-ce qu'il n'y a pas de surcharge? Est-ce que ce que je lui demande, c'est tenable? Donc, il y a des thèmes qui doivent être abordés et qui sont en lien avec ce qu'on vient de vous dire, hein. Donc, c'est la charge de travail. Est-ce que c'est compatible? L'organisation du travail. Est-ce qu'il y a suffisamment d'autonomie, de flexibilité? Est-ce que l'articulation entre sa vie professionnelle et personnelle est, selon lui, cohérente, hein? Est-ce qu'il dispose de temps de repos suffisant? Et la rémunération, est-ce qu'elle est en adéquation avec sa charge de travail? Donc ça, c'est les points qui doivent être abordés. Donc l'entretien, la loi prévoit un entretien. Certaines conventions collectives peuvent en prévoir plus avec des thèmes spécifiques. Donc, il faut vraiment être très, très vigilant. Donc, à l'issue de cet entretien, s'il y a des points de discussion qui mettent en évidence un point d'insatisfaction ou si votre salarié met en avant des problèmes de surcharge de travail, enfin voilà, si son travail prend trop d'espace, trop de temps, il faut vraiment approfondir le sujet. Il faut qu'il emmène des éléments concrets et factuels. Et si c'est justifié, de prendre des mesures correctives. Il ne suffit pas de dire, oh là là, je suis débordé. Hein, voilà, il y a plein de gardiens de phare qui sont débordés. Il faut savoir pourquoi on est débordé, parce que ça peut être lié aussi à une mauvaise organisation de part et d'autre. Donc, il faut que ce soit étayé factuel. Le salarié en forfait jour, il doit disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi. Donc, à ce titre, il n'est pas soumis à un horaire collectif. Il n'est pas concerné par la durée légale hebdomadaire. Pour autant, il y a des règles en matière de durée du travail qui sont d'ordre public, c'est-à-dire que c'est non négociable. Et celle-ci, elle s'applique au forfait jour quand bien même il n'a pas de gestion horaire. Donc, notamment, la règle du repos hebdomadaire, il doit avoir au moins 24 heures consécutives entre s'il s'arrête le vendredi soir, il faut qu'il s'arrête au moins 24 heures, à laquelle s'ajoute un repos quotidien de 11 heures. Donc, il faut qu'il y ait une interruption de 35 heures. Donc, s'il travaille le samedi jusqu'à 17 heures et qu'il reprend le dimanche à 15 heures, ça ne va pas. On n'est pas en conformité. Donc, c'est aussi pour ça qu'en tant qu'employeur, il faut s'assurer de la charge de travail, du droit à la déconnexion. Comment on fait, puisqu'il a beaucoup d'autonomie, donc il peut se connecter à tout moment. Donc, c'est aussi de prévoir des temps où il ne peut pas se connecter au serveur. Quand on dit qu'il faut instaurer un droit à la déconnexion, il ne suffit pas de dire oui, bah, il y a un droit à la déconnexion. Il faut mettre des modalités effectives de déconnexion, c'est-à-dire de ne pas pouvoir se connecter, je ne sais pas, avant 6 heures du mat, enfin voilà, de ne pas pouvoir se connecter le dimanche, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il faut que le discours soit suivi d'actes.
Pour pouvoir s'assurer que la charge de travail elle est cohérente et que ben, au bout de 4 mois ou 5 mois, il n'est pas fait du 7 sur 7 et qu'il est presque atteint ses 218 jours, ça aussi, ça pourrait être un problème, hein. Moi, je suis en forfait jour, je vais faire mes 218 jours et puis après, je travaille plus pendant 4 mois. Enfin, je suis pas sûre que ce soit super. Donc, il y a quand même aussi l'obligation pour votre salarié de vous fournir un décompte. Il est censé vous fournir un décompte. Donc après, ça peut être sur un support papier, ça peut être sur un calendrier, enfin, il faut que ça existe. Et ce support doit être conservé au bout de 3 ans. Ouais. Voilà. Vous coupez vos VPN le dimanche? Bah, on peut pas se. Oui, il y a des plages où on ne peut Non, pas mais- se connecter. Je pense que c'est bon. Mm. Non, mais Non, mais c'est une enfin, question pour si- bah nous, c'est ce qu'ils ont fini par faire, parce que Oui, mais- comme on est torturés, Ouais. on se connecte, Oui, je vois, voilà. effectivement. Ouais. Comme ça nous manque trop. Peut-être pas effectivement VPN le dimanche. Moi, des fois, il fait me connecter. Bah, avant 5 heures, je crois qu'avant 5 heures du mat, c'est pas possible. C'est Non, mais plus une question, possible. savoir si vous avez déjà mis des règles là-dessus. Oui. Oui. Parce qu'on n'est pas. Il y a des gens qui se connectent très tôt chez nous. Parce que voilà, Très nous tard. aussi, il y a des gens qui se connectaient très tôt, parce que Ça de leur santé mentale. et au-delà même des gens qui étaient en forfait jour. Ah oui. Vu qu'on a du télétravail, voilà. Et aussi, Ouais, dépend. il y a la déconnexion pour la surcharge de travail, mais c'est aussi d'éviter que les gens travaillent quand il n'y a personne, quoi. Parce que Ouais. c'est pareil, si on se connecte Ils peuvent nous le reprocher aussi. à 3 heures du matin à 10 heures du mat et que la journée, ben, le client, il a personne parce que le collab, il a fait 7 heures la nuit. J'adore. Nous pas partagerez vos règles, comme ça on viendra peut-être un peu de Voilà. temps dans les bien. Non, mais il y a la santé et la sécurité. Oui. Il y a aussi le bon sens parce que les gens ne sont pas tordus, mais quelquefois, quand on dit vous devez faire 7 heures par jour, bah, c'est bien de mettre des plages horaires. Parce que C'est si on fait difficile de- 7 heures par jour de 3 heures du mat à 10 heures du mat, je ne suis pas sûre que le client soit content, quoi. Il y a une complexité entre le forfait jour et le collaborateur à 35 ou 37, parce qu'en fait, ils travaillent ensemble Oui. sur des sites identiques C'est avec ça. des règles différentes, C'est ça. où ils ne sont pas assujettis aux mêmes horaires, et du coup, ça peut aussi Créer des créer tensions. des tensions, des Ouais, jalousies ouais. et des incompréhensions. Alors, votre cadre forfait jour, justement, par rapport à l'autonomie, vous ne pourriez pas Lui imposer prévoir des- de plage de présence obligatoire. Ouais. C'est là où c'est. Bah, c'est- C'est pour ça que des fois, le forfait jour ne se justifie pas vraiment parce qu'on Ouais. les met au forfait jour parce que ce sont des cadres, Oui, mais en fait, ils doivent suivre des sédentaires, horaires. ils ont- Voilà. Enfin, Pour moi, un cadre qui est intégré à un service qui est au bureau, l'intérêt, enfin, pour moi, il n'est pas, Il y a il pas n'y a d'intérêt. pas de raison qu'il soit en forfait jour, en fait. Mm. Mais enfin, en tout cas, c'est à réfléchir. Enfin, c'est un élément à prendre en considération, parce que quelquefois, on croit résoudre un problème en employant quelqu'un en forfait jour en se disant, bah, il n'y a pas d'histoire d'heure et tout, mais si la personne elle arrive à 10 heures et qu'elle part à 16 heures, Mm. ça peut aussi engendrer d'autres problèmes. Et normalement, c'est OK. Il arrive à 10 heures et part à 16 heures. Si son travail est fait, Mm. on Oui, n'est c'est pas ça, censé pouvoir le. c'est l'évaluation du. Voilà. Il faut aussi que, par contre, Des c'est ce objectifs que du je dis, il jour. faut que le travail soit fait. Ouais. Et après, s'il encadre une équipe, si il est censé relationner beaucoup avec l'équipe, etc. Voilà, des fois, le forfait jour n'est pas forcément adapté ou ne se justifie pas forcément d'ailleurs. Puis des fois, c'est pas forcément, entre guillemets, une bonne solution si derrière, il n'y a pas vraiment un suivi de sa charge de travail, Mm. qu'il n'y a pas les entretiens qui sont faits, etc. Parce que ça peut avoir des conséquences pour la société personnellement. Ouais, qu'on va voir Voilà, après, qu'on va hein, voir. c'est-à-dire que le forfait jour, c'est une solution qui déjà correspond à une définition sur le poste, mais qui entraîne des obligations de suivi. Et donc justement, en l'absence de formalité permettant de témoigner du suivi de la charge de travail, de l'absence d'entretien annuel, la conclusion d'une telle convention peut être remise en question devant un conseil de prud'homme. C'est-à-dire que si on ne fait pas ces entretiens annuels ou si on ne s'assure pas du suivi, qu'on n'a pas les petits documents qui vont bien,
le salarié peut saisir les prud'hommes en disant mon forfait, ma convention de forfait, elle est nulle, je réclame toutes mes heures sup. Et donc, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, s'il arrive à justifier qu'il a fait plus de 35 heures par semaine, donc outre le paiement des heures supplémentaires que vous allez devoir payer, qui souvent... Alors, nous, par exemple, on a des outils de saisie des temps, il peut justifier avec ses mails, arrivée, ouais. départ, enfin... Et puis, normalement, c'est à vous, employeur, qui avez la charge de la preuve. Donc, si vous n'arrivez pas non plus à prouver le contraire, ça va être compliqué. Donc, le risque, c'est que la convention tombe, c'est que vous payez des heures sup à quelqu'un qui a déjà un salaire qui, normalement, est plus important parce qu'on a valorisé justement cette autonomie. Donc, rappel d'heures sup, les congés payés sur les heures sup. Et s'il y a une condamnation aussi à ce titre-là, vous pouvez aussi être condamné à ce qu'on appelle une indemnité au titre du travail dissimulé, parce que le fait de ne pas payer toutes les heures, c'est de la dissimulation d'heures. C'est 6 mois de salaire forfaitaire. Donc, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un de mal intentionné qui ne fait pas ses entretiens annuels, tout simplement le fait de ne pas faire ses entretiens, il va au prud'homme. Si il a un outil, on peut prouver hein, les mails, etc., il va tout garder. Il va prendre les heures sup, les CP sur les heures sup, 6 mois de salaire. Ça peut être tentant le jour où le torchon commence à brûler de se dire je peux récupérer un bon petit pactole, quoi. Ouais, et en plus, attention parce que le conseil des prud'hommes est très pointilleux. Donc, par exemple, enfin, faut vraiment faire à l'année civile, de chaque année civile, vos entretiens et pas se dire, ah bah, j'ai pas le temps de le faire avant le 31 décembre, je le ferai en janvier. Parce Non. que, voilà, vraiment, même si c'est prévu au mois de janvier et qu'il a une convocation pour le mois de janvier, ils vont vous dire non, fallait le faire avant le 31 décembre. Voilà. Et qu'il soit rentré en cours d'année ou pas, hein. Enfin, Oui, et surtout, il faut qu'il y ait un support. Il faut que ce soit vraiment un support dédié où on aborde tous ces thèmes-là, que ce support soit rempli et signé, contresigné par le N+1 et bien conservé. C'est-à-dire que c'est pas, on se dit, ah bah tiens, moi on a fait un entretien, mais bon, après, c'est une question de preuve. Donc, il faut vraiment avoir ce support avec ces questions. Voilà, si vous avez besoin, on a des supports. En tout cas, il ne faut pas le prendre à la légère. Donc, ça peut être fait à la suite d'un autre entretien, mais on ne mélange pas tous les entretiens. C'est-à-dire que c'est un entretien sur ce sujet-là. Dans la foulée, vous pouvez faire votre entretien annuel, mais il faut que ce soit un support. Moi, je pense, je vous conseille de le faire sur un support spécifique. En alterne, hein, pro et annuel. Après, on le fait en entretien au forfait. Je suis en train de voir avec Alexandra, on le fait en janvier. Nous. On attend, c'est une fois par an. C'est en janvier. Année civile, donc non, mais tant que vous avez bien, Par enfin, janvier, tu fais tous les ans en janvier. Voilà. Tu fais, oui, tant que vous en avez un tous les, Ouais. tous les 12 mois. tous les 12 mois, Voilà. oui. Donc, du coup, ça, c'était donc l'entretien annuel qui concerne, du coup, les salariés au forfait jour. Maintenant, on va voir les entretiens qui concernent tout le monde, donc tous les salariés. Il y a eu une réforme récente qui va donc engendrer un changement, en tout cas pour l'année 2026, puisque, comme vous le savez, il y avait l'entretien obligatoire, l'entretien professionnel obligatoire, qui maintenant va changer un peu, puisqu'il déjà il change de nom. Et la loi va également changer sa périodicité et son contenu. Donc maintenant, l'entretien professionnel devient l'entretien de parcours professionnel. Ça change tout, ça change tout. Euh, donc en fait, donc c'est l'objectif de cet entretien, c'est vraiment d'être un outil de gestion de carrière pour le salarié. Là, cette fois-ci, l'entretien professionnel ne va pas servir à évaluer le salarié en lui-même ou de parler de lui, de sa rémunération, etc. Mais plus par rapport à son avenir dans la société. Qu'est-ce qu'il peut apporter, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter en termes de formation, etc. Donc l'article du Code du travail va être repensé puisqu'il parlait de l'entretien professionnel et il va prévoir donc toutes ces modifications, mais à terme. Donc l'entretien de parcours professionnel, donc c'est donc un entretien qui est obligatoire. Donc c'est vraiment un moment d'échange entre le salarié et son employeur.
Comme je l'ai dit, on va faire le point donc sur ces perspectives d'évolution professionnelle. Donc, que ce soit en termes de qualification, d'emploi, mais également ses besoins en formation. Ça concerne tous les salariés en CDD, CDI ou contrat de professionnalisation ou d'alternance. Avant, on parlait des CDD parce que la périodicité, c'était tous les 2 ans. Maintenant, avec la nouvelle périodicité qui est tous les 4 ans, on va un peu moins le voir, mais avant, c'était vraiment tous les 2 ans avec un bilan tous les 6 ans. Maintenant, c'est un entretien la première année d'embauche et ensuite tous les 4 ans. Donc il y a un double objectif tenant à cet entretien. Le premier, c'est d'identifier un projet professionnel qui va répondre à la fois aux aspirations du salarié, mais également aux besoins de la société. Si votre société évolue dans un sens ou dans un autre, peut-être que vous avez embauché ce salarié, il faisait telle tâche, mais votre société, ben, il y a un peu plus de numérique ou quoi, et ben vous allez le former pour qu'elle s'adapte également à vos besoins. Et le deuxième objectif, donc, c'est de définir des actions pertinentes à mettre en œuvre, que ce soit au titre de la formation ou autre, à la fois donc pour réaliser son projet professionnel, mais également pour maintenir son employabilité, que vous ayez toujours besoin de lui, même si votre société, elle, évolue. Donc, comme je vous l'ai dit, cet entretien professionnel est vraiment distinct de l'entretien annuel des 4 forfaits jours ou encore de l'entretien annuel des salariés classiques, puisqu'il ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié, mais bien sur donc son évolution professionnelle et son emploi. Et puis ses aspirations aussi. Ouais. Mhm. Donc, s'agissant du contenu, donc là, on est vraiment sur des points différents. On va à la fois regarder donc, ses compétences et qualifications qui sont utilisées dans son poste actuel et c'est leurs adaptations aux transformations de l'entreprise. Donc, c'est ce que je vous disais. Si par exemple, on tend plus vers du numérique ou autre. Ça peut être aussi l'anglais. Oui, ouais, Voilà, voilà. si Les voilà. clients internationaux. Ensuite, le parcours du salarié et ses perspectives d'évolution dans l'organisation. Donc, il pourrait avoir un poste qui évolue, etc. C'est les besoins en formation, donc qui soient liés à son activité actuelle, mais également pour un projet personnel. Les souhaits d'évolution, donc que ce soit vers une reconversion ou une mobilité. Et également, s'agissant de l'utilisation du CPF avec les éventuels abondements de l'employeur et les services d'accompagnement disponibles. Je vous ai mis quelques exemples de questions qui peuvent être posées lors de cet entretien professionnel. Donc, quels sont ces objectifs qui vont permettre de s'adapter à l'évolution de son poste de travail? Est-ce qu'il a un projet professionnel? Comment est-ce qu'il veut évoluer dans l'entreprise? Est-ce qu'il veut devenir responsable d'une équipe? Enfin, voilà, tous ces genres de choses. Également, est-ce qu'il rencontre des difficultés dans l'exercice de son métier, notamment au regard de l'entreprise actuelle? Est-ce qu'il a besoin de formation? Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des petits exemples. Donc cet entretien de parcours professionnel, donc il doit être organisé sur le temps de travail du salarié par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction. Et donc, s'agissant de la périodicité, c'est ce que je vous disais, ça change. Ce sera plus tous les 2 ans, mais maintenant tous les 4 ans, avec un premier entretien obligatoire qui doit être réalisé dans l'année qui suit l'embauche. Donc ça, c'est un peu la nouveauté parce que des fois on se dit, bon, bah c'est bon, on a 2 ans pour faire l'entretien professionnel. Mais maintenant, dès que vous embauchez quelqu'un, il faut vous mettre une petite alerte. On doit effectuer son entretien professionnel pour déjà savoir ses perspectives dans la société. Et dans 4 ans, il aura de nouveau un entretien pour voir déjà où on en est. Par exemple, 4 ans, non? À la fois, ça paraît long, mais à la fois, tous les 2 ans, Non, mais c'est Oui, bien, non, mais c'est bien. c'est- voilà, tous les 2 ans, mais c'est-à-dire, c'était des fois trop court. Mais après, il y a toujours l'entretien Oui, annuel. oui, on va- Parce que là, on est vraiment sur une perspective d'emploi. Déjà, des fois, au bout de 2 ans, il n'y a pas vraiment de changements qui doivent être effectués, alors qu'au bout de 4 ans, déjà, ils ont pris du grade, on va dire.
Donc, le salarié, il est informé de donc, ce droit à l'occasion de son embauche et s'il le souhaite, il a toujours la possibilité de vous demander d'avancer la date de l'entretien. Cet entretien professionnel, ou enfin de parcours professionnel, vous allez également devoir le proposer au salarié après une longue absence. Donc, que ce soit congé maladie, maternité. Oula, tu vas dire, Ouais, je sais. Ah. Mais en fait, j'ai cliqué. Donc, il doit être proposé donc, après une longue absence, maladie, congé maternité, d'adoption, etc. Et ce que la nouvelle spécificité, c'est qu'il y avait bien cette règle avant, mais maintenant, ils disent que donc, cet entretien doit être proposé après des longues absences si aucun autre entretien n'a été mené dans les 12 mois précédents. Donc, si c'est l'année où vous avez réalisé l'entretien de parcours professionnel et qu'il s'absente 6 mois, maintenant, on va considérer que vous n'êtes plus dans l'obligation, en tout cas, de proposer. Mais des fois, c'est quand même bien de prévoir un entretien, rien que pour voir où en est le salarié, s'il a besoin d'être formé, si ça fait 6 mois qu'il a plus touché son poste. Des fois, c'est aussi pas mal. Il y avait des questions. Ah. Le formalisme. Oui, ben, ça, j'en parle après du formalisme. Et si Euh, c'est quelqu'un qui est entré en 2023, est-ce qu'on attend 4 ans? Bah, Non. non. Pour moi, non. Ouais, pour moi, non. Pour moi, cette obligation, il faut vraiment se dire que c'est pour l'année 2026. Là, moi, ça fait déjà 2 ans. Là, on est au mois de novembre, ça fait 2 ans. Il faudrait quand même prévoir de lui faire Un entretien un entretien professionnel. ancienne version. C'est ça. C'est-à-dire, on a Euh, des gens qu'on a embauchés cette année en 2025. Est-ce qu'on se dit, bah allez, en 2026, on fait le premier entretien pro et Oui. après, Ouais, Moi, je pense c'est que quand même pas mal parce que Mais sinon, non, ça fait long. Ouais. Euh, Ah oui, donc ensuite, il y avait une petite à noter, c'est que dans les entreprises de moins de 300 salariés, il y a un accompagnement spécifique à la fois pour le salarié et l'employeur. L'employeur, il va pouvoir prendre appui sur son OPCO ou un organisme externe si un accord le prévoit. Et le salarié, quant à lui, va pouvoir solliciter un conseil en évolution professionnelle pour préparer cet entretien euh, individuel. Donc, comme je vous le disais avant, donc l'entretien professionnel, c'était tous les 2 ans avec un bilan au bout de 6 ans. Cette fois-ci, donc on a la première année, tous les 4 ans. Et au bout de 8 ans, l'entretien professionnel, il va avoir pour objet de faire un état des lieux récapitulatif sur le parcours professionnel du salarié. Donc, on va voir déjà, bah, est-ce qu'il a fait des formations pendant ce laps de temps? Est-ce qu'il a acquis certaines certifications, une VAE? Et également, est-ce qu'il a bénéficié d'une progression salariale? Est-ce que sa classification a évolué? Mais également sa rémunération. J'ai mis bien sûr en dehors des évolutions obligatoires qui concernent le SMIC ou le minimum conventionnel, puisque dans ce cas-là, ça dépend pas de vous. Ce bilan, donc encore une fois, est au même titre que les entretiens, il doit donner lieu à un compte-rendu puisque finalement, vous allez faire un compte-rendu en par rapport à ces 8 années de présence et il va peut-être en découler des actions derrière, donc de formation, ou autre. Et je vous rappelle que c'est bien évidemment une obligation, puisque pour les entreprises d'au moins 50 salariés, si vous ne réalisez pas ces entretiens, de parcours professionnel ou professionnel anciennement, vous allez pouvoir être sanctionné et devoir abonder le compte CPF du salarié qui n'a pas bénéficié de ces entretiens. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, ça reste une obligation, mais il n'y a pas de sanction à proprement parler. Toutefois, le salarié qui n'en a pas bénéficié pourrait s'estimer lésé, demander des dommages et intérêts notamment au titre de la perte de chance d'obtenir une évolution de carrière. Et ben, du coup, on va enchaîner sur l'entretien annuel. Donc, l'entretien annuel qui, lui, est facultatif.
Alors, cet entretien annuel d'évaluation, c'est un temps d'échange entre l'employeur et le salarié qui permet de faire un bilan de l'année écoulée, hein, de fixer des objectifs à venir. Donc, certes, il Bonjour. n'est pas obligatoire, sauf si c'est par un accord collectif ou le contrat de travail. Donc, il n'est pas obligatoire, mais c'est un très bon outil de management parce que on va pouvoir challenger le salarié et ses performances. Donc, on va pouvoir évaluer ses compétences au regard d'objectifs qu'on lui a fixés. Aussi, identifier les réussites et éventuellement les points d'amélioration. Fixer des nouveaux objectifs pour l'année à venir, détecter ses besoins en formation, ses points faibles, ses points forts, hein, où est-ce qu'il a besoin d'accompagnement, et surtout un temps privilégié de dialogue avec sa hiérarchie. Et c'est aussi souvent le moment où Non, je vais leur dire ça 10 heures, bientôt fini. mais j'aurais dit. Mais tu peux le redire. Et c'est aussi le moment où on parle promotion, augmentation, etc. Donc, comme vous disiez, Louison, c'est pas en lieu et place des autres entretiens obligatoires. Mais voilà, franchement, nous, alors ceux-là, on les fait. C'est vraiment un super outil. On se fixe des objectifs, on se fait des entretiens de suivi, même sur des projets à long terme. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le faire. Et puis, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est attendu par les collaborateurs. Mm. Donc, au niveau de la mise en œuvre, en principe, c'est tous les ans. Mais comme on n'est pas dans l'obligation, on peut prévoir une autre périodicité. Oui, tous les 6 mois. Voilà. S'il est mis en place, tout le monde doit en bénéficier. Donc, c'est pas toi oui, toi non, toi t'es apprenti non, toi, voilà. Aucune question sur la vie perso. Est-ce que tu vas avoir un bébé cette année? Ta situation familiale, ton lieu de résidence, aucune question personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut aborder? Des objectifs fixés, les compétences, les souhaits de formation, ses possibilités d'évolution, les points améliorés, comment il se sent dans le poste, au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise, comment se passe le télétravail. Nous, on aborde aussi les questions de l'ergonomie au travail. Est-ce qu'il a tout ce qu'il lui faut? Voilà. Donc, on a vu tous les entretiens et je vous ai mis un petit top aparté, notamment pour vos salariés qui vieillissent, pour les salariés seniors. C'est quoi, senior? C'est quand? Qui ont d'expérience. On a dit, Louise. Oui, la première chose, c'est que du coup, un entretien va devoir être organisé dans les 2 mois suivant la visite médicale de mi-carrière de votre salarié senior. Donc là, la visite médicale de mi-carrière, elle a lieu normalement aux alentours des 45 ans du collaborateur. C'est déjà vieux, hein, 45 ans. Comment ça, c'est Alors, comment dire? C'est pas exclu que Euh, c'est pas de progression financière. Par exemple, dans les entretiens. Voilà. Obligatoire. Les vieilles personnes, Donc- comme elles nous appellent. Donc, du coup, il arrive à ses 45 ans, vous allez prévoir la visite médicale de mi-carrière et dans les 2 mois qui suivent cette visite médicale, vous êtes censé organiser un entretien à la fois donc pour permettre donc d'aborder les éventuelles recommandations de la médecine du travail et également les besoins d'adaptation au poste ou les risques éventuels d'usure professionnelle parce que on commence à prendre de l'âge, donc il y a plus de risques. D'arriver à la- Termine en beauté. Oui, c'était pour me mettre une Oui, petite oui. touche d'humour. On a dit, on a dit. Et après, ensuite, donc là, on commence vraiment à être vieux parce que dans les 2 années qui précèdent les 60 ans, cette fois-ci, du salarié,
eh ben, il va falloir, lors de cet entretien, inclure un échange sur les conditions de maintien dans l'emploi, les aménagements possibles de fin de carrière, donc notamment par rapport à la retraite progressive ou passage à temps partiel et donc les perspectives d'évolution dans le poste. Et également, ça vous permet d'échanger sur la volonté du salarié de partir ou pas et vous d'anticiper donc les départs, si vous devez former une nouvelle personne. Enfin, voilà, ça permet aussi de discuter de tout ça. Je vous ai résumé donc la procédure de mise en place de ces entretiens. Ça concerne vraiment cette fois-ci tous les entretiens, que ce soit les entretiens facultatifs ou obligatoires. Donc c'est un peu une procédure. Donc, la première étape, vous allez remettre aux salariés une convocation. Cette convocation, bien qu'elle puisse être orale, moi je vous conseille quand même d'en laisser des traces. Donc, soit de la remettre en main propre contre décharge, soit de l'envoyer par courrier recommandé. Mais bon, si vous avez beaucoup de salariés, ça fait un peu Un cher. mail, hein. Ouais, ou un mail, enfin voilà, qui est une trace de cette convocation. Donc, en même temps de cette convocation, si vous avez une trame déjà prédéfinie, je vous conseille du coup de la remettre aux salariés. Ça va vous permettre du coup de préparer en amont l'entretien, autant lui de déjà pouvoir réfléchir à des réponses, mais également vous allez pouvoir déjà commencer à remplir cette trame. Comme ça, le jour de l'entretien, si chaque personne a bien préparé son entretien, ce sera déjà beaucoup plus fluide pour le dérouler. Donc, une fois que vous avez préparé cet entretien, donc il se déroule, donc ça réunit donc les deux personnes et on est vraiment dans une ambiance, enfin, bienveillante où c'est pas un réquisitoire où vous allez lui dire, bah, qu'est-ce que, enfin, voilà, c'est pas un interrogatoire. Faut vraiment que ce soit un échange constructif où chacun apporte aussi des réponses. Voilà. Et après, donc à l'issue de cet entretien, donc bien sûr, donc vous faites votre entretien, vous complétez encore une fois la trame, quitte à ce que chaque personne la complète. Et à l'issue de cet entretien, donc vous allez faire un peu un compte rendu. Et il faudrait bien penser à que chaque personne signe cette trame pour que bah, déjà vous ayez la preuve que l'entretien s'est bien déroulé et que chaque personne est OK déjà aussi avec ce qui vient de se dire. Et en plus de ça, donc il faudra retravailler entre guillemets cette trame d'entretien pour voir du coup ce qui doit en ressortir, s'il y a des choses suite à l'analyse qui vont être faites, s'il y a des choses à faire ou pas, donc des formations à prévoir. Voilà les points. Ou pareil, si vous avez fixé des objectifs dans l'année, prévoir un peu des points pour voir où est-ce que ça en est, etc. C'est pas mal. Ce que je voulais vous dire, oui, c'est que je sais pas si on en parle rapidement, mais notre logiciel de paye, il peut prévoir cette facette-là des entretiens avec l'envoi de convocation, etc. On est en train de travailler dessus, donc on vous en parlera en... Oui, sur MySilae, ils ont Mm. développé C'est ça. pas mal d'outils, Mm. notamment les entretiens, et voilà, tout est personnalisable. Donc, on est en train de préparer C'est un ça. petite présentation de ce que propose Silae déjà sur l'aspect paye, sur l'aspect RH, et surtout les conditions aussi de mise à dispo pour les clients, à la fois financières, etc. Parce que quelquefois, avec Silae, c'est pas toujours très clair. Donc, voilà. Et puis, pour finir, Et- voilà. Tu voulais redire Oui, quelque chose? oui, Non? parce que Tu dois être là jusqu'à 22h. non, 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 mais, non, mais c'était pour vous dire que du coup, vu que l'entretien, le parcours professionnel a évolué, on travaille également sur une nouvelle trame. Et donc, c'est encore en construction. Mais dès que on l'aura finalisé, on pourra à la fois vous communiquer du coup par rapport à ce que prévoit MyStilae, mais également sur la possibilité de vous fournir un modèle de trame qui sera en bonne et due forme. Donc la dernière petite chose, et c'est la dernière slide, ne vous inquiétez pas,
c'est que la fin d'année approche, Noël approche, et donc souvent enfin c'est par usage, les sociétés prévoient soit le versement d'une PPV, soit la remise de chèques cadeaux. Donc je voulais quand même vous faire un petit rappel et vous dire qu'il faut anticiper cela. Si vous savez déjà d'ores et déjà que au 31 décembre, enfin pour le mois sur la paye de décembre, vous voulez verser quelque chose, il faudrait dès à présent nous tenir informés à la fois au niveau de la PPV, notamment si vous êtes une société qui a un plan de mis en place, puisqu'il faut anticiper cela, puisque vous allez devoir modifier le règlement du plan pour prévoir l'affectation de la PPV. Maintenant, c'est une obligation. Et les salariés ne peuvent pas verser sur le plan si vous n'avez pas modifié votre plan auprès de votre organisme. Donc, les salariés pourraient s'estimer lésés en plus de ça, s'il y a de l'abondement ou autre. Et également, il faut anticiper, puisque si vous avez un plan dont le règlement a bien été modifié, eh ben, il faut que vous il faut informer le salarié au moins 15 jours avant la date de versement de la somme qui lui est allouée. Donc, puisqu'il va avoir 15 jours pour prendre la décision de l'affecter sur le plan ou de la récupérer directement. Donc voilà, il faudrait pas juste nous dire pour les payes de décembre, enfin le 25 décembre, enfin pas le 25 du coup, mais le 20 décembre, Le 25, il n'y aura personne normalement. ouais, non mais le 20 décembre que vous voulez verser une PPV parce qu'il faudrait quand même un peu. Après, le versement de la PPV en tant que tel, effectivement, ce qu'il faut anticiper, c'est plus si vous avez tout ce qui est épargne salariale et plan d'épargne entreprise, puisqu'en effet, le salarié maintenant peut décider de bloquer sa PPV, de l'affecter à son PEE, puis de ne plus prendre le chèque. Bon, voilà, ça c'est vous qui connaissez vos salariés et surtout, bon, les PPV c'est un petit peu moins attractif puisque ça vient impacter la réduction, l'allègement Fillon. Donc avant, ce qui coûtait rien à l'entreprise n'est plus vrai en 2025. Par contre, en 2026, on devrait être un peu mieux puisqu'ils vont augmenter le plafond de la réduction Fillon, donc ce qui fait que l'impact de la PPV il sera moindre. Donc c'est vrai que cette année, il y aura peut-être de ce fait-là un peu moins de PPV, ce qu'on ne souhaite pas pour les salariés s'ils le méritent. Voilà, l'anticipation, c'est vraiment si vous avez de l'épargne salariale. Après, c'est toujours bien d'anticiper parce qu'il faut toujours faire la La petite DUE. DUE. Voilà, après, il y a aussi des petits chèques cadeaux. Donc, on avait fait une petite. Vous avez dû recevoir un mailing par rapport au chèque cadeau. Ouais, On a voulu faire un peu quand même une communication parce que c'est vrai que c'est souvent le cas. Et donc, pour rappeler donc, cette limite d'exonération qui est fixée à 196 € en 2025 par salarié et par enfant. Et donc, j'ai mis événements précis, notamment Noël pour cette fin d'année, où vous allez pouvoir allouer des chèques cadeaux à la fois aux salariés, mais également aux enfants de vos salariés, dans la limite de 196 €. Et bien sûr, c'est pour les enfants de moins de 17 ans. Est-ce que question, ça se met pas sur un fiche de paye? Chez Calo. Non, le sauf chèque si cadeau. vous dépensez trop. Enfin, sauf si On est passé Bah, par- c'est pas- limiter les. Si on reste dans la limite. Non, voilà, il n'y a Non, même pas besoin de nous le dire. Non, mais enfin, on veut quand même que. Alors, le chèque cadeau, ce qui est important, effectivement, c'est de ne pas dépasser la limite, parce que si on était au-delà, bah, ça veut dire qu'il faudrait soumettre à cotisation le delta. Et effectivement, c'est le formalisme, parce qu'en cas de contrôle URSSAF, que vous donniez des chèques cadeaux, des chèques vacances, bon, les chèques vacances, ça passe par la paye, c'est nominatif. Mais il faut que vous prouviez que vous l'avez bien donné à votre salarié, donc faire une petite liste d'émargement. Nous, on a des chèques cadeaux, on met reçu ce jour et on signe et on date. Hein, comme quoi, c'est bien vos salariés qui les ont reçus et pas. Votre famille. Non, Voilà. parce que c'est pour le Noël des salariés, mais vous pouvez pas dire bah, c'est que un tel, un tel, un tel. Et aussi, c'est collectif. Mm. Mm. Donc, C'est Noël, quoi. c'est Noël pour tout le Oui. monde. Oui, enfin voilà, c'est Noël pour tout le monde. Donc, et donc, cette liste d'émargement, ça permet aussi de prouver que tout le monde l'a reçu et pas simplement un service, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions.